Eh bien, donc, bonjour pour cette petite réunion d'une heure concernant l'état des connaissances relatives à la longévité. Et donc, je commence par me présenter. Mon nom, c'est Didier Cornel. Je suis coprésident de de l'association Reels Healthy Life Extension Society et vice-président de l'association française transhumaniste. Et la personne qui va également répondre à vos questions et qui, elle, n'est pas, est une vraie scientifique, est Ninon Lecoquière. Ninon, présente-toi peut-être en une phrase. Oui, alors bonjour, je suis Ninon. Ah, j'admets juste Lucas. Oui, Voilà. oui, c'est fait. Je suis biologiste, je travaille pour Hills depuis déjà un peu plus de 2 ans. Maintenant, je suis bénévole à côté de enfin disons, stagiaire à côté de mon doctorat. Je fais un doctorat en sciences de l'évolution, en biologie de l'évolution. Et voilà, je suis là pour répondre à vos questions, si jamais. Ouais. Et donc, comme Pierre-Louis n'est pas présent, je vous propose la chose suivante. Euh, Moi-même et puis Ninon, on va commencer par faire une introduction de, je dirais, une grosse dizaine de minutes. Et puis après, ce sera le temps des questions-réponses. Donc, euh, pendant une grosse demi-heure, tout ceci, sauf bien sûr si Pierre-Louis arrive. Et ce sera Marc qui donnera également les tours de parole si c'est nécessaire. Et vous le faites aussi en levant la main. Mais donc, pour les premières minutes, je propose que vous interrompiez seulement si quelque chose n'est pas clair, pas pour des questions, je dirais, d'opinion. Voilà. Donc, pour ce tout début d'introduction concernant l'état des sciences, ou comment est-ce qu'on avait intitulé ça exactement, l'état de l'art des traitements disponibles pour la longévité humaine, je voulais commencer par expliquer brièvement ce qu'étaient les tests cliniques de phase 1, 2 et 3, que ce soit dans le domaine de la longévité ou que ce soit dans d'autres domaines d'ailleurs, parce que c'est quelque chose, c'est probablement la question scientifique, comment dire, le terme scientifique que l'on voit le plus dans des journaux, même des journaux de vulgarisation, et qui n'est pas compréhensible dans un premier temps. Donc, un test de clinique de phase 1, c'est un test clinique qui comporte uniquement un tout petit nombre de personnes, donc de personnes d'humains évidemment, un tout petit nombre de personnes, et donc c'est la phase durant laquelle on examine simplement si une thérapie n'a pas d'effet négatif, n'a pas de conséquences qui sont mauvaises pour les personnes, et donc on ne regarde même pas on ne regarde même pas en principe si ça donne des résultats positifs. La phase, de, la phase 2, c'est lorsqu'on fait une expérimentation là pour voir si il y a des résultats positifs, mais avec un petit nombre de personnes. Et la phase 3, ça se fait avec un grand nombre de personnes. En fait, la phase 1 est précédée d'expérimentation sur l'animal et bien sûr de recherche. Et la phase 3 est suivie donc pour vérifier qu'il n'y a pas de problème qui se pose, même après que le médicament ou que la thérapie soit sur le marché. Je voulais euh, commencer par cela pour dire aussi qu'aujourd'hui, pour tous les tests cliniques qui se font, ne sont des thérapies pour vivre plus longtemps en bonne santé. C'est toujours contre un certain nombre de maladies, notamment parce que le vieillissement en soi
pour beaucoup de scientifiques, n'est pas considéré comme une maladie, mais comme, on va dire, un état qui concerne toutes les personnes. Et la discussion, est-ce que le vieillissement est une maladie ou n'est pas une maladie, fait l'objet de nombreux débats, même à l'intérieur de la communauté que j'appellerais la communauté longévitiste. Voilà, ça c'était pour vous expliquer en quelques mots ce que sont les tests cliniques de phase 1, 2 et 3. Euh, Après que j'ai parlé, Ninon, tu peux prendre des notes pour euh, préciser des choses que j'aurais dit qui doivent être précisées ou même corrigées. La deuxième chose que je voulais dire, c'est donc ce que peuvent faire des gens, surtout des gens qui ont des moyens aujourd'hui, c'est aller dans des cliniques dites cliniques anti-âge. En général, ce sont des établissements qui se trouvent dans des grandes villes européennes ou américaines. Mais en fait, celles que je connais, c'est surtout dans des grandes villes européennes. Donc, parfois en liaison d'ailleurs, Genève, enfin, ville principale de la Suisse, donc un des endroits où on parle beaucoup de santé, Londres, parce que c'est la plus Désolée, grande ville. Didier, je, Oui, je te coupe 2 secondes parce que je pense aussi à, enfin, maintenant la clinique qui fait le plus parler depuis assez récemment, c'est la clinique à Singapour, ah oui, aussi d'Andrea Meyer, qui est oui, vraiment focalisée sur d'un oui, côté la qui est recherche, exclusif. ouais, c'est ça. Ouais. Et qui normalement, oui, c'est ça. Et en plus, un certain nombre de ces cliniques déclarent qu'ils font aussi des recherches vraiment pour la longévité. Et celle de Singapour est un cas. Il y en a une en formation à Londres qui est normalement aussi dans ce cas-là. Voilà. Et alors, il y a aussi parfois des cliniques anti-âge, disons, dans des régions qui sont moins centrales, où la législation est moins stricte, donc ce qui veut dire, et où les coûts sont moins élevés, où il y a aussi des aspects touristiques purs, mais évidemment, il y a des risques aussi par rapport à cela. Et donc, les cliniques anti-âge, en réalité, ce qui peut fonctionner bien, c'est tout ce qui est examen des personnes pour vérifier qu'il n'y a rien comme problème de santé et pour lutter contre les maladies que l'on connaît déjà. Et parfois, il y a des traitements nouveaux qui sont permis aussi, mais ces traitements nouveaux, on y reviendra encore, malheureusement, il n'y a rien qui fonctionne de manière, on va dire, non discutée. Alors, le troisième point que je voulais aborder extrêmement brièvement, c'est la pilule pour la longévité n'existe pas et n'existera pas malheureusement avant un avenir qui sera probablement, enfin qui pourrait être proche, mais qui sera peut-être lointain. Et pour le moment, il existe un petit nombre de produits dont on parle beaucoup et euh, qui ont un effet probablement positif pour la longévité, mais qui ont aussi des effets secondaires. Le plus connu de ces médicaments, c'est la metformine. Metformine, c'est un médicament que prennent des millions et des millions de diabétiques, mais selon un certain nombre de spécialistes, le fait de prendre de la metformine pour des personnes en bonne santé a quand même pour effet, a également pour effet de leur permettre de gagner 1, 2, 3 ans d'espérance de vie en plus. En fait, pour Là, la metformine, je pourrais envoyer une étude qui montre en fait qu'il y aurait probablement un effet directement sur les cellules, donc un ralentissement ouais, du vieillissement cellulaire. ouais. Et peut-être tu peux mettre le lien aussi sur le chat comme ça. Ouais, c'est ce que je vais faire. Et le deuxième produit qui vient le plus dans toutes les conversations des scientifiques et dans toutes les discussions autour, dans des conférences concernant la longévité, c'est la rapamycine. Donc la rapamycine, c'est un médicament anti-rejet. Et là aussi, il semble bien, et il y a des expériences qui ont été faites notamment sur des souris, il semble bien
qu'il y ait un effet, même pour des personnes et même pour des animaux en bonne santé, mais la rapamycine a pas mal d'effets secondaires. Oui, Alors, je vais peut-être envoyer juste un lien aussi pour la rapamycine. ouais, Ici, il agirait sur une voie cellulaire qui s'appelle la voie mTOR et qui, en gros, affecte la taille des télomères. Donc, en gros, elle empêcherait l'érosion des télomères. voilà. Ça, c'est pour ce qui concerne les produits au sens strict. Et maintenant, passons à l'ensemble enfin, d'autres thérapies. Donc, j'en mettrai trois grandes catégories. Thérapie génique, produits relatifs au sang, on va dire, et cellules souches. La thérapie génique la plus connue qui a été, les deux plus connues qui ont été testées jusqu'ici, ce sont deux thérapies qui concernent, un c'est pour le fonctionnement musculaire et l'autre, je ne me souviens plus, est-ce que tu te souviens, Ninon? Donc, en tout cas, Je ces te deux prends thérapies géniques qui ont été expérimentées par une personne qui s'appelle Lise Parrish, qui a expérimenté sur elle-même et qui affirme des effets fort positifs, mais une personne dit non, ça n'est pas suffisant. Il y a un de vous qui est... Ah voilà, C'est c'est bon, réglé. j'ai compris. Drew. Oui. Ninon, est-ce que tu te souviens, c'était la deuxième thérapie génique, hein. Une chose, c'était pour améliorer fonctionnement cellulaire, la force cellulaire, et l'autre... Il existe la thérapie génique pour pour les gènes liés à la télomérase, il me semble aussi, non? Ah oui, 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 voilà. Oui, oui, très juste, évidemment. Oui, effectivement. Oui. Alors, en ce qui concerne les produits sanguins, donc, il y a eu des expériences qui ont été faites par le passé et dans lesquelles on reliait entre eux des rats ou des souris et une souris âgée et une souris jeune. Et on s'apercevait que la souris jeune, grâce au partage de la circulation du sang, rajeunissait. Non, Avec des guillemets, bien sûr. Et donc, c'est à partir de cela qu'on a fait pas mal de tests. Mais ces tests se font généralement maintenant pas sur l'ensemble du sang, mais sur une partie du sang, le plasma. Et même, il y a maintenant des recherches qui se font sur ce qui s'appelle des sortes de vésicules ou en termes techniques des exosomes. Et donc, l'objectif, ben oui, là aussi, comme pour l'ensemble des thérapies, l'objectif est que ceci aboutisse à une espérance de vie allongée. Et puis enfin, la dernière chose, ce sont les cellules souches. En ce qui concerne les cellules souches, ben, vous savez ce que sont les cellules souches, hein. Ce sont des cellules qui peuvent continuer à se diviser et à former et à renforcer les tissus ou les différents À se organes. différencier en différents tissus pour... Oui, voilà. Et donc, ben là aussi, ça pourrait être une piste pour ce qui concerne l'ensemble des thérapies de rajeunissement. Et c'est une piste qui est relativement souvent offerte dans les cliniques anti-âge, dont on reparle assez bien, je dirais, ces derniers mois. Parfois, j'ai l'impression aussi qu'il y a des modes dans le domaine des recherches anti-âge ou dans le domaine des recherches de longévité. Mais voilà, on en reparle assez bien ces derniers mois. Ça, c'était pour une très, très, très brève introduction au sujet. Et je voulais, avant d'encore laisser compléter Ninon encore, et puis de passer la parole pour toutes les questions-réponses, je voulais aussi dire une chose euh, très importante, mais malheureusement pas tellement positive, à savoir, donc, euh, sur l'ensemble de la planète, depuis maintenant 150 ans environ, la durée moyenne de vie, donc l'espérance de vie, elle progresse tout à fait considérablement.
depuis des décennies, voire même depuis un siècle, c'est une progression d'à peu près de 2 à 3 mois par année. Mais la durée maximale de vie, donc le temps maximum qu'un être humain peut vivre, là, ça ne progresse quasiment pas. Et en fait, pour être extrêmement précis, la personne qui a probablement, parce qu'il y a quelques contestations, vécu le plus longtemps dans l'histoire de l'humanité, c'était une Française, Jeanne Calment, décédée en 1997 à l'âge de 122 ans. Et donc là, aujourd'hui, la personne la plus âgée au monde n'a que 115 ans. Donc ça veut dire 7 ans de moins que lors du décès de Jeanne Calment. Et à noter pour l'anecdote qui ne nous encourage, qui n'est pas extrêmement optimiste, c'est qu'il y a une semaine, la doyenne de l'humanité est décédée, elle avait 116 ans et 116 ans et 200 jours, je crois. Voilà. Donc, euh, et en fait, ce n'est pas même dans l'histoire récente de l'humanité, parce que la première personne dont on est à peu près certain qu'elle a atteint l'âge de 100 ans, c'était Terencia, la veuve de Cicéron, et donc, c'était en l'an 3 ou 4 après Jésus-Christ qu'elle est décédée à l'âge de 103 ans environ. Voilà pour une introduction générale à l'état de l'art, l'état des connaissances et l'état des possibilités en matière de longévité. Ah oui, je voulais aussi ajouter une chose. Et malheureusement, donc avant de tester sur des humains, ou en même temps, dans le meilleur des cas, que l'on teste sur les humains, on teste également sur des rats, des souris ou d'autres animaux, mais pour le moment, c'est quasiment exclusivement des rats et des souris. Et donc, la souris la plus âgée au monde n'a pas aujourd'hui, la souris ou le rat le plus âgé au monde n'a pas aujourd'hui 4 ans. La durée de vie maximale possible pour une souris, c'est ou pour un rat, c'est un tout petit peu plus que 4 ans. Des journaux spécialisés par rapport aux recherches extrêmement prometteuses sur la longévité sur des animaux. Aujourd'hui, encore une fois, aucun animal ne dépasse ce qui était possible déjà il y a 30, 40 ou 50 ans. Et je dirais même que dans ce domaine-là, les choses ont un peu tendance à presque régresser parce que par le passé, lorsqu'on faisait des expérimentations pour la longévité, ben, on faisait des expérimentations en gardant les rats et les souris jusqu'à ce qu'ils meurent de vieillesse, ce qui est quand même un indicateur assez, on va dire, sérieux pour savoir si la durée de la longévité augmente ou pas. Aujourd'hui, on fait plutôt des expérimentations avec des animaux déjà âgés, mais que l'on ne garde vivants que pendant 3 mois, 6 mois, et puis après, on les sacrifie, comme on dit techniquement, donc on les tue, pour pouvoir voir quel est leur état physiologique, et on constate que l'état physiologique est meilleur, mais le fait que l'état physiologique soit meilleur ne veut malheureusement pas dire nécessairement que la durée de vie sera supérieure au bout du compte. Parce que parfois, un état physiologique meilleur, ça peut être relativement temporaire. Par exemple, pour les produits sanguins, puisque le sang est renouvelé fréquemment. Voilà, je laisse, je viens de faire entrer Aurora, juste pour information, et je passe la parole pour des informations complémentaires, si elle le souhaite, à Ninon, et après, on passera à tout ce qui est questions, réponses. Préparez déjà vos questions. Sinon, on fera Ninon et moi, nous posons des questions l'un à l'autre. Oui, alors juste pour répondre donc à Robert dans le chat qui parle de NMN, donc la Ah oui, nicotinamide mononucléotide. J'en ai entendu parler à la conférence au ARDD à Copenhague.
Et en fait, oui, on commence à s'intéresser à ce médicament parce que ça pourrait augmenter le niveau d'NAD, qui est en fait une coenzyme essentielle pour plusieurs processus cellulaires. Et avec l'âge, le niveau de NAD a tendance à baisser. Et donc avec le NMN, on maintiendrait le niveau d'NAD dans les cellules, quoi. Donc ça aurait un effet anti-sénescence cellulaire, quoi. Donc voici pour ça. Moi, j'avais préparé un petit texte sur les dernières conférences en fait où je suis allée Oui, pour vous vas-y. dire un peu les dernières Peut-être, nouvelles. je t'interromps pour dire que oui, j'ai oublié de signaler parmi les thérapies dont on parle beaucoup, les sénolytiques. C'était Mhm. encore une catégorie supplémentaire qui sont des produits qui suppriment les cellules sénescentes, c'est-à-dire les cellules qui, on va, pour faire simple, vieillissent de manière qui peut être nuisible pour l'organisme. Donc il y a pas mal d'essais qui se font sur les cellules sénescentes avec des produits qu'on appelle les produits sénolytiques, donc pour supprimer ces cellules. Et je voudrais aussi peut-être dire par rapport à la question et à la réponse de Ninon que dans vraiment beaucoup de cas, effectivement, donc comme ici, on s'aperçoit que le niveau de tel ou tel euh, marqueur biologique, on va dire, marqueur biologique de la longévité diminue ou augmente. Et puis, on trouve un produit qui a un impact sur ce marqueur. Mais la question est toujours de savoir si est-ce que changer le marqueur, est-ce que ce marqueur est vraiment quelque chose qui influence la longévité elle-même, ou bien est-ce que ce marqueur est simplement une conséquence des mécanismes de vieillissement. Et la réponse à ça, très souvent, enfin très souvent, si pas toujours, est plus compliquée que oui ou non. C'est à la fois une conséquence, c'est très souvent à la fois une conséquence, mais aussi un marqueur, mais on ne sait pas exactement. Et malheureusement, ce qu'on sait avec une quasi-certitude, même si certains continueront à dire qu'ils pensent que telle ou telle chose pourrait changer totalement le paysage et arriver à la longévité. Malheureusement, ce qui est extrêmement probable, c'est que euh, c'est un ensemble de choses qui provoquent le vieillissement et que ce n'est pas en agissant sur un seul domaine que l'on arrivera à des modifications extrêmement importantes. Et le fait que pour les super centenaires, pardon, j'ai oublié, les super centenaires, c'est les gens qui vivent 110 ans ou plus. Et le fait que pour les personnes qui vivent le plus longtemps, on ne progresse pas, tend à faire penser que jamais on ne pourra dépasser cette limite sans avoir des améliorations dans plusieurs domaines à la fois. Voilà. Ouais, pour juste ajouter quelque chose, oui, enfin, c'est ce que j'allais répondre. En effet, le vieillissement, c'est multifactoriel. Et alors, se concentrer juste sur un marqueur précis, ça n'empêche pas que les autres se dégradent aussi. Donc, en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on pense. Et se concentrer, les études qui se concentrent juste sur un marqueur pour améliorer ce marqueur-là, c'est plus. Enfin, oui, ça n'a pas un réel impact. On ne parle pas ici de Enfin, ça ne pourra pas améliorer la longévité, enfin, l'espérance de vie de quelqu'un de se concentrer. Enfin, peut-être, mais en tout cas, oui, le vieillissement est multifactoriel, donc c'est plus compliqué que ça, quoi. Je suis d'accord avec toi, Didier. Mais du coup, vu que tu parlais de sénolytique, je vais commencer par ça. Donc, dans une conférence récente, c'était l'été dernier, il y avait plusieurs études que j'ai trouvées assez intéressantes sur des sénolytiques naturels, comme on dit. Donc, comment se nourrir différemment pour avoir des sénolytiques naturels. Et donc, il y avait plusieurs études sur, par exemple, les protéines de soja, les myrtilles, tout ce qui est avec une forte contenance de resveratrol. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler aussi de cette molécule qui pourrait avoir un effet anti-sénescence. Donc, les raisins, le vin rouge, des poissons riches en oméga 3, des pommes, des brocolis. Donc, tous ces aliments ont été le sujet de plusieurs études pour
pour leur effet sénolytique, quoi. Et il y a eu un article aussi récent pour la prévention de l'Alzheimer. Donc, c'était aussi assez intéressant pour une molécule précise qui était présente dans les fruits de la passion et dans l'huile de krill. Alors, Didier, je ne sais pas si tu as la traduction de ce que c'est un krill en français. En fait, c'est une toute petite crevette, mais j'ai pas la... Oui, c'est ça. Je crois qu'en français, on dit krill simplement. Donc, le Ok, krill, c'est bon, bah voilà. des petites crevettes et peut-être d'autres petits animaux, mais oui, voilà. Oui, c'est ça. Mais du coup, voilà, ça c'est pour les aliments. Donc, c'est un résumé de tous les aliments dont j'ai entendu parler là en 2024, début 2025. Évidemment, ce qui revient le plus souvent dans les conférences, c'est l'activité physique. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est des études assez précises sur des gènes ciblés quand on fait plus de sport ou oui, des voies métaboliques qui sont optimisées quand on fait du sport. Mais en gros, avoir une activité physique régulière, ça aurait un impact évidemment positif sur la longévité. Il y a énormément d'études qui se penchent là-dessus. Et, et évidemment, j'imagine que vous savez tous aussi par rapport à manger sainement, évidemment, et à la restriction calorique aussi. Je ne sais pas, Didier, si tu veux en parler, ou si, enfin, en gros, c'est aussi, il y a eu plusieurs études sur ça. Donc, ça serait, il me semble, manger 10% de moins Ouais, que ce dont on a besoin journalièrement. Il y aurait un impact positif sur la longévité de manger un tout petit peu moins que ce dont on a besoin. ouais. Euh, en- oui, en fait, le La principe, c'est, restriction calorique. il y a pas vraiment même de pourcentage, mais c'est manger moins, mais en mangeant l'ensemble des vitamines, etc., qui sont nécessaires, et donc arriver à un poids qui est inférieur. Il semble que cela fonctionne, enfin plus exactement, c'est certain que cela fonctionne bien avec des animaux, mais c'est surtout, ça fonctionne surtout bien avec des animaux qui ont une vie relativement courte. Et puis, ça n'est évidemment pas extrêmement agréable, ce qui fait qu'en réalité, pour les humains, on a même extrêmement peu de vérifications sur le long terme. Et ce à quoi s'intéressent surtout les scientifiques, c'est à trouver des mécanismes qui ont le même effet que la restriction calorique, mais sans avoir le côté absolument peu agréable de la restriction calorique. Ouais. Et donc pour les médicaments, donc récemment, moi j'ai entendu parler donc de plusieurs rapalogues, donc de Tornado. Je ne sais pas si tu te souviens, Didier, donc il y avait Oui, Tornado contre des... Rapalogue pour expliquer. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de la rapamycine. Et donc, il y a d'autres produits qui ont des effets similaires. Et donc, on a notamment Rapalogue, ça vient, c'est la même, le même, enfin, comment dire, les mêmes mécanismes qui sont censés se produire. Voilà, et donc en fait le vieillissement, comme j'expliquais, c'est multifactoriel. Il y a donc dans les causes du vieillissement, il y a aussi la baisse du système immunitaire. Donc ici aussi, ils proposent maintenant de nouveaux de médicaments qui est censé euh, comment dire, renforcer le système immunitaire, comme la spermidine, tout ce qui va renforcer les fonctions CD8, l'autophagie des cellules, etc. Donc il y a plusieurs médicaments, le LL37 et la spermidine dont je parlais, et aussi des anti-inflammatoires mais je ne trouve plus les noms. Oui, la nintedanib, donc ça j'en ai entendu parler aussi dans une conférence récente. Si vous voulez, je vous enverrai juste mes notes peut-être dans les chats, comme ça vous aurez tous les noms. Mais alors ça serait intéressant parce qu'il aurait pour son effet anti-inflammatoire. Donc voilà, ça c'est ce dont j'ai entendu parler le plus récemment qui sont à différentes étapes de tests cliniques, quoi. Voilà. Alors, je voulais, par rapport aux causes de vieillissement, les 9 causes de vieillissement, je voulais vous mettre dans le chat un lien vers le texte en français qui a été fait par l'association Reels, mais en fait, depuis maintenant 3 ou 4 jours, le site Reels ne fonctionne plus en français, donc je vais vous mettre le lien en anglais. Désolé. Ouais, ok. Et donc,
maintenant, après on a fait plus qu'un quart d'heure finalement. Après cette déjà première demi-heure. Remarques, questions qui sont dans le chat. La première réponse, la première question de Robert, première remarque, NMN, donc Ninon a répondu largement. La deuxième, c'est une remarque donc, que la metformine a comme effet secondaire de réduire le taux de testostérone. Est-ce que ce phénomène rend cette molécule inadaptable? euh, Ça, je n'ai pas entendu comme parmi les effets négatifs, Moi, non. oui, j'avais lu je pense que j'avais lu un article qui mentionnait cet effet, mais c'était chez des hommes diabétiques ou obèses, il me semble. Donc, je sais Ouais, pas je si c'est pense. un effet systématique, mais de toute façon, oui, ça reste un médicament, donc il peut y avoir des Ouais. effets secondaires possibles, évidemment. Mais Mais donc, l'effet secondaire le plus courant, qui Deux. n'est pas extrêmement grave, l'effet secondaire le plus courant, c'est simplement des problèmes pour le système digestif. Mais après ça, il y a un certain nombre d'effets secondaires possibles, mais celui-là, à mon avis, n'est pas parmi les plus fréquents. Mais il faut vraiment savoir que la metformine est probablement le médicament pour lequel, dans le domaine de la longévité, il y a le plus de discussions. Et tout est parti d'une étude il y a déjà au moins 15 ans, dans laquelle il apparaissait, selon l'étude, que les personnes qui prenaient de la metformine avaient une espérance de vie supérieure aux personnes en bonne santé ne prenant pas de metformine. Mais les résultats de l'enquête ont été contestés pour différentes raisons Connaissez-vous que je ne vais pas détailler parce que ce serait très très long. Mais, euh, mais disons, Connaissez-vous oui, ah, Pierre-Louis? Non. les livres de Martial, on Raymond t'entend? Camille? Ah, pardon. Voilà, sorry. Donc j'étais en train de dire, donc voilà, metformine, il y avait eu une étude il y a une quinzaine d'années qui donnait des résultats extrêmement positifs pour la longévité, mais cette étude a été contestée et ça fait maintenant de très nombreuses années que est prévue une étude qui s'appelle THEME, euh, qui doit se dérouler aux États-Unis, qui ne coûterait pas une somme gigantesque comparé au coût d'un nouveau médicament qui peut aller jusqu'à 1 milliard pour un nouveau médicament. Ça coûterait 50 millions de dollars environ, mais cette étude n'a jamais trouvé de financement. Voilà, ça c'était pour la première remarque. La deuxième remarque, étant donné que vous ne parliez ni de conscience ni de transdisciplinarité, là peut-être, André, il faudrait que tu précises de quoi tu souhaites parler exactement. Donc, évidemment que les recherches sur le vieillissement comprennent des aspects transdisciplinaires et qu'il y a beaucoup de choses à suivre là-dedans, mais plus précisément, on va peut-être donner la parole pour cela. Et alors, la question de Marc Roux, où en sont les recherches de sens et de sens et quels premiers résultats? Oui, ça, je pensais en parler à un moment, donc c'est très bien que tu poses la question. Donc d'abord, sens, c'était pour Strategies for Engineering Negligible Senescence, c'est-à-dire en français, stratégie pour gérer, maîtriser pour arriver à un vieillissement, à une sénescence négligeable. C'est devenu aujourd'hui, enfin, c'est pas devenu aujourd'hui, mais pour faire simple, l'organisation qui aujourd'hui a le même objectif et fait le même travail, c'est la LIVF pour Longevity Escape Velocity Foundation, donc en français la fondation pour la vitesse d'échappement à la longévité. La vitesse d'échappement à la longévité, c'est le concept que les progrès de médecine pourraient permettre un jour de gagner une année d'espérance de vie chaque année et donc de ne jamais arriver au moment où on meurt de vieillesse. Donc, cette fondation a fait
expérimentation de 4 produits, dont la rapamycine et une thérapie génique. Une thérapie génique, je ne suis plus sûr, sorry, mais je vais mettre le lien tout à l'heure, de 4 produits en combinaison les uns avec les autres sur 1000 souris, 500 souris femelles, 500 souris mâles. Cette expérimentation-là est terminée maintenant, a donné des résultats, on va dire, intéressants, mais pas extraordinaires en longévité. Et il y a maintenant une phase 2 de l'expérimentation qui devrait commencer très bientôt, mais là aussi, pour des raisons qui là m'échappent, mais vraiment totalement. Il n'y a toujours pas de financement. Moi, j'ai donné des sommes non négligeables, 200 000 euros pour tout vous expliquer, pour pouvoir démarrer, mais c'est largement insuffisant. Et donc, pour la deuxième phase, c'est toujours en attente d'un financement. Et la deuxième phase, ce serait nettement plus ambitieux que la première. Ça porterait sur 2000 souris et il y aurait 8 à 10 thérapies qui seraient étudiées et tous les animaux normalement recevraient de la rapamycine parce que ça c'est, enfin tous les animaux sauf le groupe contrôle recevraient de la rapamycine parce que ça c'est considéré comme presque certain que c'est positif. Et que dire encore? Ben, c'est tout. Voilà. Ça démarrait comme, comme toute bonne expérience concernant la longévité, ça démarrait sur des souris déjà âgées. J'ai oublié de dire ça tout à l'heure. Donc, quand on fait des expérimentations de longévité, on prend des souris de 18 à 24 mois. Et avantage numéro un, ça va plus vite. Et avantage numéro 2, mais complémentaire, en fait, ça coûte moins cher puisque garder une souris, on considère qu'une souris, un jour, $1. Voilà. Euh, le prix euh, pour une souris en captivité dans votre cave ou votre jardin, c'est beaucoup moins cher. Voilà, voilà. Ah, voilà Pierre-Louis. Ouh, voilà Pierre-Louis. Je vais expliquer à Pierre-Louis en 15 secondes où on est. Pierre-Louis? Ah. Alors, à la question de Marc, combien de temps ont vécu les souris qui ont obtenu le plus longtemps? Ça, je ne sais pas exactement parce que le rapport final n'est pas encore disponible, donc avec la durée de vie la plus longue, mais c'était moins de 4 ans, donc ça ne battait pas le record aujourd'hui. Durant ces dernières années, les durées les plus élevées qui ont été faites, c'est avec des produits issus, on va dire, du sang. Ça, c'est ce qui a donné les meilleurs résultats, mais n'empêche que ça ne donne pas encore des résultats absolument extraordinaires. Qui connaît le livre de Jean-Marc Lemaître, Décider de son âge? Donc Jean-Marc Lemaître est une personne qui a eu beaucoup de contacts tant avec l'AFT qu'avec Hills. Et donc, il a déjà participé à plusieurs conférences avec nous. Et donc, je ne sais plus si Décider de son âge, je pense que c'est son dernier livre, mais donc, Oui, dans enfin, dans ses ouvrages, donc, il examine, et dans ses recherches scientifiques, surtout, il examine notamment tout ce qui concerne les cellules souches et il a fait de nombreuses expérimentations. Il avait notamment réussi à transformer des cellules de centenaires en cellules. Est-ce que c'était des cellules totipotentes ou des cellules souches ou ça, je ne sais plus. Il faudrait. Je vais. Ninon, si tu retrouves l'information, tu peux peut-être la lire. C'est relativement facile à retrouver. Sinon, je chercherai tout à l'heure.
Mais donc, il avait fait des expérimentations et maintenant, il continue à faire des expérimentations sur des souris. Mais j'insiste, malheureusement, pour les expérimentations sur les souris de Jean-Marc Lemaître, comme pour les autres, les souris ne vivent pas, vivent. Les souris pour lesquelles se font les expérimentations vivent plus longtemps que les souris d'un groupe contrôle, mais ne vivent pas tellement plus longtemps. Et un peu comme la durée de vie moyenne progresse pour les humains, mais pas la durée de vie maximale, ben pour les souris, les expérimentations permettent d'avoir une durée de vie moyenne supérieure, mais on ne brise pas le plafond de verre de la longévité des souris. Si un jour vous lisez dans le journal qu'il y a une souris, qu'il y a plusieurs souris qui ont plus que 4 ans ou qu'il y a une souris qui a plus que 5 ans, soit c'est une information inexacte, soit c'est une nouvelle qui va changer le monde, en tout cas si c'est pour une thérapie qui peut être reproduite pour des humains. Est-ce que le laboratoire Altos communique sur ces avancées? Si oui, sont-elles prometteuses? Alors peut-être, ça c'est une bonne question que je vais aborder de manière un peu plus large. Donc, il y a 4 organisations qui ont vraiment pour objectif, 4 organisations de taille importante qui ont officiellement pour objectif de permettre une vie en bonne santé beaucoup plus longue. Une des 4, c'est Altos. Une autre, c'est Google Calico, donc, qui a été créé par Google il y a déjà une dizaine d'années. Euh, une qui est sans but lucratif, euh, c'est la fondation Chan Zuckerberg, enfin plus exactement la fondation Chan Zuckerberg n'a pas officiellement pour but de mettre fin aux maladies liées au vieillissement, mais de mettre fin à toutes les maladies, donc c'est presque, on va dire, plus ambitieux encore. Et la 4e grosse organisation, le nom m'échappe pour le moment, ça va me revenir. Mais donc, en ce qui concerne toutes les 4, euh, il n'y a jusqu'ici, malheureusement, pas de découverte vraiment euh, de, de rupture qui était annoncée. Et c'est particulièrement. Ah, voilà, oui, sorry. Et c'est particulièrement triste en ce qui concerne Google Calico, puisque l'organisation existe déjà depuis 2 organisations. Elle avait un budget annoncé à 9 chiffres au moins, hein, donc plus que 1 milliard de dollars. Et donc la 4e organisation, c'est créé en Arabie saoudite et l'organisation s'appelle Evolution. Mais en fait, la différence avec Google Calico et avec Altos Lab ou Altos, c'est que normalement, cette organisation-là, on va dire plutôt finance d'autres recherches, tandis que Altos Lab et Google Calico travaillent vraiment directement dans les domaines. Et Altos Lab, c'était extrêmement prometteur au départ, avec des engagements des chercheurs parmi les plus connus au monde, euh, qui recevaient des rémunérations considérables. Mais en ce moment, rien, malheureusement. En tout cas, je n'ai rien vu et je suppose que c'est la même chose pour Ninon. Ces tout derniers mois, voire même enfin, depuis le début de l'année, je dirais. Alors, Marc, oui, Retro Biosense financé à plus de 180 millions de dollars par Sam Altman. Ça, c'est tout récent, donc pas encore plus de nouvelles que cela, encore trop tôt pour 2021. Ah oui, 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 tu as raison, il y avait en 2021 d'abord, mais il y a eu une nouvelle annonce toute récente alors. Oui, mais
Donc, par rapport à 2021, oui, là non plus. Alors, je veux dire, si Ninon ou moi avions vu quelque chose d'extrêmement prometteur là-dedans, on en aurait déjà parlé dans l'aspect, les thérapies elles-mêmes. Voilà, peut-être avant de passer la parole à Pierre-Louis, à ceux d'entre vous qui veulent encore poser des questions, je pense que j'ai répondu à tout ce qui est... Ah non, je dis... ah, non. Je crois que j'ai répondu à tout, sauf que valent les pratiques de Brian Johnson, et c'est aussi une très bonne question. Donc, Brian Johnson est la personne qui fait sur elle-même les recherches de longévité à la fois les plus ambitieuses, avec le plus de moyens financiers, et les plus sérieuses, et aussi les plus extrêmes. Ça, c'est une chose. Aussi, avec un budget annoncé de 2 millions de dollars par an, donc c'est plus que votre médecin de famille. Ce qui est aussi extrêmement intéressant chez Brian Johnson, c'est que il a créé une organisation qui s'appelle Enfin, il a créé différentes organisations et différents groupes, mais une des organisations s'appelle Rejuvenation Olympics. Je vais vous donner le lien dans le chat. Et donc là, vous avez vraiment des centaines de personnes qui mettent des informations sur leurs résultats en matière de recherche. Et donc, c'est extrêmement prometteur. Après, il y a des côtés un peu, on va dire, excessifs. Il y a l'aspect beaucoup dans les médias, etc. etc. Et j'adorerais me tromper, mais je ne serais à moitié surpris qu'un jour, il craque parce que c'est passé à peu près enfin, tout son temps à ne s'occuper que de faire des exercices difficiles, prendre des médicaments, etc. C'est quand même extrêmement dur physiquement et aussi psychologiquement. Voilà, je laisse Ninon pour... Il est déjà 16h50, comme le temps passe. Je laisse Ninon pour compléter, corriger, etc. Et puis après, on fait un dernier tour de questions en commençant par Pierre-Louis, s'il est toujours là, je ne suis pas certain. Oui, je Et suis là. on continue par... Je suis bien là. Ah, tu es là, Pierre. Oui, voilà, Pierre-Louis. Excusez-moi pour les petits soucis techniques, mais j'y Ah, suis arrivé. l'informatique. Voilà. Donc, je passe la parole à Ninon pour compléter éventuellement, enfin, compléter. Et puis, Ouais, écoute, enfin, je n'ai rien qui me vient en tête là. C'était complet, donc je n'ai. Ouais. voilà. OK. Merci. Et ben, Pierre-Louis, peut-être, comme donc tu es arrivé, on avait commencé par une sorte d'exposé général, Ninon et moi, sur les axes, donc, Je suppose que vous avez repris voilà, le programme qui était prévu, voilà, c'est-à-dire voilà, que vous avez dans fait... lequel il manquait deux ou trois choses qu'on a complétées, puis on a répondu à toutes les questions qui avaient été posées dans le chat. Et si tu as une question, une remarque, etc., nous t'écoutons. Oui, eh ben, disons que tu sais que j'ai une fibre, certes transhumaniste, mais surtout technoprogressiste. Et donc, si tu veux, la première des choses, c'est que j'ai tendance un petit peu à comparer le progrès par exemple, dans le domaine informatique et de l'IA, avec les progrès euh, des thérapies géniques, Ouais, de l'avancée dans le domaine de la santé. Alors, je ne veux pas minimiser les progrès dans les thérapies géniques, c'est extraordinaire. Les progrès qu'on est en train de faire, j'ai vu des gens qui, enfin, j'ai lu des articles de personnes qui avaient retrouvé la vue, l'ouïe, suite à des thérapies géniques, ce qui quand même, bien que n'étant pas des recherches à proprement parler
sur le rajeunissement permettent de penser que le jour où des recherches sur le rajeunissement ou sur la longévité arriveront, visiblement, on a les moyens de les appliquer assez rapidement. Euh, mais disons que j'ai l'impression que tout ce qui est recherche en matière de longévité est quand même moins près d'aboutir que tout ce qui est euh, numérique, Ouais, informatique, IA, où là, on a des résultats de tous les jours ouais, et des perspectives complètement folles, à 1 an, 2 ans. On est vraiment très, très proche de quelque chose d'entièrement nouveau. Donc, je me posais la question, c'est est-ce que il faudrait pas qu'on se, alors c'est peut-être un peu tôt, mais est-ce qu'il faudrait pas qu'on se pose des questions éthiques sur les probables découvertes qui seront faites un jour sur la longévité, de la même manière qu'on se pose actuellement des problèmes éthiques sur l'arrivée de l'IA? Voilà, c'est une question que je me posais. ouais. Si vous voulez en discuter ou si quelqu'un a une réponse Oui. sur ce sujet. Peut- Peut-être d'abord pour commencer, par rapport à tes réflexions, indiscutablement, ces dernières années, les progrès de l'IA ont été extrêmement rapides et beaucoup plus rapides que les progrès en matière de recherche sur la longévité. La deuxième chose, c'est que parmi les gens qui réfléchissent aux recherches sur la longévité, il y en a beaucoup qui réfléchissent évidemment sur l'utilisation de l'intelligence artificielle et l'utilisation plus largement de tout ce qui est informatique pour les recherches, particulièrement dans le domaine de la génétique où sans outils informatiques, on ne progresse, enfin, avec les outils informatiques, on progresse infiniment plus rapidement, mais aussi parmi euh, toutes, euh, toutes les recherches scientifiques facilitées par l'intelligence artificielle. Voilà, ça c'est une première partie de la réponse. Et, et, euh, et comme tu le sais, effectivement, pour les questions, mais ça sort du sujet ici, mais pour les questions liées à l'intelligence artificielle, nous avons des questions éthiques qui se posent. Maintenant, euh, pour ce qui concerne les questions éthiques pour la longévité elle-même, je dirais que ce n'est pas vraiment dans le scope ici de la discussion, mais c'est quelque chose pour lequel, tant à l'association RILS qu'à l'association française transhumaniste Technoproc, nous avons déjà vraiment beaucoup réfléchi avec, on va dire, la question pour comment assurer que si c'est accessible, ce soit accessible pour tous, comment assurer que si c'est accessible, ce soit accessible, ça ne soit pas quelque chose d'obligatoire, comment, on va dire, réfléchir au financement des recherches pour que ça ne profite pas à une minorité. Ça, c'est encore complémentaire au précédent. Après, par rapport à la question, est-ce que c'est souhaitable ou pas, je veux dire, pour moi, comme pour l'immense majorité des transhumanistes, je dirais qu'il n'y a pas photo et que c'est souhaitable, ben, euh, d'autant plus il n'est question que il n'est pas question d'immortalité au sens strict, ne pas mourir du tout, mais de ne pas mourir de maladies liées au vieillissement et de ne pas mourir. Et il n'est pas question donc que ça devienne impossible de mourir même de vieillissement parce qu'on pourra toujours interrompre la thérapie si on le souhaite.
voilà, Voilà, donc en quelques minutes. je trouve que c'est très important ce genre de précision. C'est parce que ça permet de recadrer le débat qui a tendance bien souvent un petit peu à gambader dans les limbes des futurs possibles et on tombe bien souvent dans un futur dystopique où l'immortalité deviendrait une issue inévitable et obligatoire pour tout le monde. Et je pense Ah que ouais, c'est bien de rappeler que, bon, ben, ah ouais, de toute manière, l'objectif pour le moment, ce n'est que du bien-être et de l'amélioration de santé. Je pense que c'est parce que je suis vraiment soucieux de la crédibilité ouais. du Oui, mais transhumanisme. ça, on l'a tout dit. Mais et dans la, ah oui. Je ne sais pas si c'est de mon côté qui a un problème ou de ton côté. Vous Est-ce que m'entendez pas? vous m'entendez? Ouais. Non, on t'entend. Ah oui, ok. Allô? Moi, il y avait une mini coupure de ton côté. Mais donc, je voulais juste ajouter euh, la crainte que ce soit obligatoire pour tout le monde et donc absolument, enfin, je vais dire, c'est toujours exprimé par nos adversaires, on va dire. C'est jamais quelque chose qu'on a dit. Voilà. Mais Ok. Merci d'avoir répondu. voilà. Est-ce que donc maintenant, donc je sais que Ninon doit partir dans quelques C'est ça, instants ouais, je et voulais. donc vous avez une dernière chance de poser une question à Ninon et puis après vous pourrez encore me poser une ou deux questions éventuellement ou on arrête s'il n'y a plus de questions. Mais commençons par question rien que pour Ninon, s'il y en a. Ne demandez pas la parole, prenez-la, d'autant plus que moi je ne vois pas si vous levez la main. Personne? Personne. Ok. Eh ben, bah, ça va, bah, merci, merci à tous, Oui, c'est très chouette et à bientôt. oui. Allez, à Voilà. bientôt. Avant que donc on ne termine tout à fait, je vous écoute si vous avez encore des questions à moi. Et aussi, qu'est-ce que je voulais dire? S'il y a quelque chose dans le chat, je n'ai pas accès au chat pour le moment. Donc, dites-moi s'il y a quelque chose sur au chat que je n'ai pas répondu. Oui, Didier, je vois que Robert demandait, est-ce qu'on s'intéresse au génome des espèces qui vivent le plus longtemps? Ah, voilà une bonne question. Donc, oui, bien sûr. Il y a des études qui sont faites sur les animaux qui vivent le plus longtemps. Attention, donc distinguons d'abord il y a pas mal de choses à dire. D'abord, il y a un certain nombre d'animaux, mais un petit nombre d'animaux ou de plantes qui n'ont pas de mécanisme de vieillissement. Mais en fait, ces animaux sont dans l'immense majorité des animaux sans système nerveux développé, la seule exception presque certaine étant le homard. Et le homard, en fait, continue à grandir toute sa vie. Donc, à un moment, il finit quand même par mourir, pas de vieillissement, mais du fait de la croissance de sa taille. Alors, donc, quand on enlève des animaux, mais c'est éponges, coraux, etc., donc vraiment pas lourdes, des êtres vivants, la méduse Turritopsis, des êtres vivants très différents des humains, quand on enlève cela, on a des animaux qui vivent plus longtemps que l'humain, mais il y en a assez peu. Et ceux qui vivent plus longtemps que l'humain ont comme caractéristique d'être de grande taille, avec peu ou pas de prédateurs et avec un mécanisme, un, comment dire, un métabolisme relativement lent. Donc ça concerne en pratique les fameuses tortues des Galapagos, certains types de baleines, quelle est la troisième? Je crois que il y a aussi une espèce de reptile qui dépasse le siècle. Voilà, donc c'est très peu. Euh, alors,
il y a aussi un certain nombre d'animaux. Donc, en fait, les animaux de grande taille aussi, parmi les, on va dire, les facteurs de vie plus longue, il y a la taille. Et donc, quand on prend en compte la taille, il y a un certain nombre d'animaux de très petite taille qui ont une durée de vie exceptionnelle pour leur taille. C'est principalement pour les, je vais parler uniquement des vertébrés ici, principalement pour les vertébrés, pardon, je vais parler uniquement des mammifères ici, principalement pour les mammifères, les espèces de chauves-souris. Donc, il y a des chauves-souris de toute petite taille qui peuvent vivre jusqu'à 35 ans. Et le fameux, parce qu'on en parle beaucoup, ratopnu, qui est un animal qui vit sous la terre en colonie et qui peut atteindre l'âge de 40 ans environ. Et donc, c'est tant pour les chauves-souris que pour les baleines bleues, que pour le ratopnu, on a fait des études sur le génome et on cherche à savoir, oui, on va dire, dans un monde idéal en matière de longévité, un jour on trouvera des gènes que l'on peut, entre guillemets, copier-coller ou sur, pour une thérapie génique qui concerne l'humain et donc nous faire gagner des dizaines d'années d'espérance de vie, mais on n'y est pas encore. Mais ce qui, pour moi, incite à l'optimisme, c'est qu'il y a des animaux extrêmement proches biologiquement qui ont des durées de vie extrêmement différentes. Je voulais aussi dire, donc, pas pour par rapport à d'autres vertébrés, également à son chaud, entre guillemets, donc on dit homéotherme, ça. Donc, il y a des oiseaux qui vivent extrêmement longtemps et il y a un albatros qu'on a nommé Wisdom pour sagesse en français et qui c'est une femelle albatros qui vit donc à l'état sauvage et qui pond encore des œufs aujourd'hui à 60 ans passés. C'est probablement l'animal, enfin c'est probablement parmi les oiseaux et les mammifères, l'être vivant qui se reproduit à l'âge le plus avancé, même à un âge plus avancé que les humains. Voilà pour répondre, mais c'est évidemment un champ très prometteur. Je continue un petit peu par rapport à tout ce qui est patrimoine génétique, même si ce n'est pas dans la question elle-même. Je continue un petit peu pour dire... Didier, excuse-moi, je te signifie que juste, moi, je dois vous quitter. Ah Donc, oui, voilà, hein, je ne ok, regarderai plus, notamment, je serai plus présent pour suivre le ça chat va. s'il y a d'autres Ok, questions. oui, Merci bien. À une prochaine. Au oui. revoir. Donc je termine en disant donc, que en- entre les différentes espèces animales, non, pardon, en ce qui concerne les humains, là, malheureusement, jusqu'ici, on n'a pas trouvé de gènes de longévité qui, permettent, je veux dire, on n'a pas trouvé un groupe dans lequel il y aurait une caractéristique génétique qui fasse une différence tout à fait considérable de longévité. Voilà. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui Oui, veut poser une oui. question ou est-ce qu'il y a encore quelque chose dans le chat? Et juste, Jonathan, bonjour, je ne savais pas que tu étais aussi francophone. Je croyais que tu étais seulement anglophone. Voilà, j'écoute si quelqu'un Oui, encore. oui, moi j'aurais une question sur la lecture des gènes. Est-ce que bon, il semblerait que donc on ait découvert, enfin on ait observé certaines particularités de longévité sur certaines espèces. Est-ce que on est arrivé à découvrir les gènes qui codaient ce genre de longévité, ou est-ce qu'on a des pistes sur ce, parce que ce serait quand même mettre le doigt sur, je pense, Oui, la oui. solution, quoi. Donc, oui, on a trouvé un certain nombre de choses qui correspondent, mais rien jusqu'ici
qui soit, on va dire, réplicable à l'humain, qu'on puisse envisager de répliquer à l'humain dans un avenir relativement proche. Voilà. Et je pourrais donner, mais il faudrait que je fasse des petites recherches, donc un certain nombre de gènes qui sont cités. Mais encore une fois, les gènes qui sont cités pour les humains, c'est des petits pourcentages de différence. C'est malheureusement pas des grosses différences. Et je suis optimiste pour un futur, on va dire, ouais, à moyen terme, mais pas à court terme. Bah, le principal, c'est que la recherche, de toutes les manières, quoi, continue dans ce sens-là, quoi. Ah oui, oui, Même c'est s'il sûr, n'y a c'est pas sûr, même s'il n'y a pas de résultats probants. c'est sûr. Je crois il avait été question de demander à ce que soit inclus dans le programme européen des recherches sur le domaine de la longévité. Je voulais savoir où est-ce que ça en était, si ça avait progressé, si on avait un Alors, espoir sur ce donc, produit. pour le moment, pour ce qui concerne, il y a un certain nombre de demandes de financement. Il n'y a pas encore de décision prise. Il y a une chance non négligeable que ce soit une décision positive. Par contre, comme je dis souvent, il n'y a malheureusement aucun organisme public dans le monde qui a comme objectif explicite de permettre des progrès en matière de longévité humaine. Et je le regrette. En fait, nous sommes obligés de passer par des laboratoires privés, c'est ça? Oui, c'est cela. C'est cela. Oui. Ben, Bah, oui, de toute façon, là, euh, euh, ce qui est en cours pour le moment, c'est des demandes par des organismes. Il y a des demandes qui sont faites par des organismes privés pour avoir des financements publics. Et donc, il n'y a pas de, on va dire, de CERN de la longévité, par exemple. Et non, non. Il n'y a pas de. Et oui, aux États-Unis, pour le moment, la situation est en plus extrêmement difficile pour tout ce qui est la recherche, mais même avant, il y avait des organismes publics s'intéressant aux questions de longévité, mais pas pour, on va dire, vraiment dans un but de, pas explicitement pour permettre une vie beaucoup plus longue en bonne santé. bien, ben, j'espère que ce sera prochainement un sujet Ah oui, d'actualité en tant que moi consommateur aussi. et technoprogressiste, parce que bon, Voilà, c'est sûr. euh, je crois que Marc est parti, il peut plus consulter le chat, mais moi je peux te dire qu'il Non, n'y a plus mais donc, si, ok. Donc, de questions dans le chat. si personne n'a encore une question, je propose de terminer ici. Je vous remercie d'avoir été présent. J'espère, mais que si l'enregistrement a fonctionné, ce sera accessible en ligne. Voilà, voilà. Et donc, je clôture ici.